porter la couronne. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, nous nous retrouvons donc sur LYFM 93.1. Bonjour Louis. Bonjour Michel. Alors donc une émission où on va commencer par faire un petit état des lieux. Donc on s'est mis en condition avec Evelyne et son chien tout à l'heure. Un petit état des lieux donc sur l'école privée, sur les dilemmes de l'école entre instruire, éduquer, former, sur les inégalités, sur la laïcité. Vous allez aussi, j'espère, nous faire des propositions. Et puis à 8h45, 8h50, on retrouvera donc Jean-Claude Martin, qui est recteur de l'Académie de Bordeaux. Il nous donnera aussi son point de vue sur la question. Il sera au téléphone avec nous. Voilà. Mais commençons donc par planter le décor. Hein. On va poursuivre, on va approfondir ce rappel historique sur les missions de l'école. Oui, alors en consacrant cette émission de l'Association pour une constituante à l'école de la République, notre intention, bien sûr, n'est pas de dresser un panégyrique de l'école de la République, en développant un discours dogmatique, voire mystique, mais simplement d'aborder ce que sont nos institutions de l'école de la République, de manière à en dresser un inventaire le plus rigoureux possible. Bon, aujourd'hui, l'école de la République se trouve au centre de l'actualité, puisque une loi, la loi du 8 juillet 2013, a été votée, qui est dite d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Donc l'objectif de cette loi est très ambitieux et montre à l'évidence que un besoin se fait sentir de retourner vers les fondamentaux, en abordant évidemment les problèmes qui se posent à l'intérieur de l'école publique, dans notre société d'aujourd'hui, la société contemporaine, puisque évidemment il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été signalés d'ailleurs par de nombreux sociologues de l'éducation. Et il faut donc s'atteler pour essayer de résoudre les nombreux problèmes de notre école publique, de façon à la rendre plus efficiente et d'en faire l'école de tous et de la réussite. Alors justement, donc avant d'analyser un peu les dysfonctionnements, les retours aux fondamentaux. Alors les fondamentaux, quels sont-ils ? Alors les fondamentaux, ces fondamentaux, nos concitoyens les connaissent tous. Hein. Ils viennent de la construction qui a été opérée à la fin du 19e siècle par les grands républicains que furent Jean Massé et Jules Ferry, et qui nous montre que l'avènement de cette école de la République fut avant tout un combat contre des forces conservatrices, obscurantistes, qui étaient viscéralement opposées à l'émergence d'une école du peuple, d'une école ouverte, d'une école pour tous. Alors, les lois Jules Ferry sont connues. Ce qu'on connaît moins, c'est le travail en amont que fit Jules Massé, qui créa la Ligue de l'enseignement en novembre 1866. Et cette Ligue de l'enseignement avait lancé une pétition qui s'appelait le Mouvement national du sou contre l'ignorance, pour recueillir plus de 1 300 000 signatures en faveur donc qui furent déposées à l'Assemblée nationale en faveur de l'instauration d'une école gratuite, publique
et laïque, donc. Alors ça, effectivement, on connaît moins ces épisodes. Ensuite, les lois... Alors les lois, elles sont connues. C'est la loi Ferry, les deux lois Ferry du 16 juillet 1880 sur la gratuité scolaire. C'est la loi du 28 mars 1882 sur l'obligation scolaire de 6 à 13 ans et la laïcité des programmes. La loi Goblet du 30 octobre 1886 sur la laïcisation du personnel enseignant. Alors, la loi du 16 juillet 1880 sur la gratuité scolaire, bon, il y a peu de commentaires à faire. Avant cette loi, l'école était payante, puisque même avec la loi Guizot du 28 juin 1833, qui faisait obligation aux communes d'ouvrir une école, si la rémunération de l'instituteur était à la charge des communes, de même que le fonctionnement de l'école, une partie était aussi à la charge des familles qui rétribuaient l'instituteur, cette rétribution constituant une partie du traitement de l'instituteur. Donc l'école n'était pas gratuite, loin s'en faut. La loi du 28 mars 1882 sur l'obligation scolaire et la laïcité des programmes, bien c'est la loi qui fonde la double obligation des communes d'ouvrir une école, obligation faite aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école de 6 à 13 ans, et la laïcisation des programmes, c'est le fait que désormais, dans l'école publique, dans l'école de la République, il n'y a plus d'enseignement religieux, mais il y a un enseignement moral et civique, étant entendu que il y a au milieu de la semaine, le jeudi, comme il n'y a pas de cours, il n'y a pas classe, la possibilité aux familles qui le souhaitent d'envoyer leurs enfants au catéchisme, etc., s'ils sont de confession catholique, etc. Mais ça, c'est de leur ressort, de l'intimité de leurs convictions, et c'est tout à fait à l'extérieur de l'école. Et la loi Goblet, du 30 octobre 1886, laïcise les personnels enseignants, c'est-à-dire qu'il y avait encore, même au sein de l'école publique, des personnels enseignants qui appartenaient à des congrégations religieuses. Et donc, désormais, les personnels enseignants doivent être laïques et non plus des personnels appartenant à une confession religieuse particulière. Voilà, si vous voulez, pour les fondamentaux. Et ensuite, il y a fixation du statut des instituteurs, des directeurs d'école, etc. Et des maîtres de cours complémentaires. Alors donc, en quoi, on va maintenant analyser en quoi ces fondamentaux sont-ils menacés. Alors déjà, on constate, on sait tous qu'il y a un développement de l'enseignement privé de plus en plus important. Bon, je disais en introduction, 2 millions d'élèves concernés par l'enseignement privé. Alors, cet enseignement privé est une constante dans l'histoire de l'école. Il faut se rappeler que sous l'Ancien Régime, l'enseignement était entre les mains de l'Église, qui avait également entre ses mains les services de charité que constituaient les hôpitaux, etc., etc. Donc, ça faisait partie, si j'ose dire, des charges un peu de l'Église que de distribuer l'enseignement. Mais cet enseignement privé, si vous voulez, le plus souvent, n'était pas gratuit, bien évidemment. Il était payant. Il y avait ce qu'on appelait les maîtres payants, qui étaient rétribués par les collages que versaient bien sûr les familles. Et à côté, c'est vrai, s'étaient développées des écoles dites publiques de charité pour les familles indigentes, etc., qui n'étaient pas en capacité de payer un écolage pour la scolarité de leurs enfants. Donc il y a cette constante. Alors, l'enseignement était inégalement réparti sur le territoire national, puisqu'il y avait des lieux sur le territoire national qui étaient davantage couverts d'écoles que d'autres, puisque c'était selon la libre initiative de l'Église ou des maîtres privés, des écoles payantes, qui eux-mêmes étaient contrôlés par l'Église d'ailleurs, en ce qui concerne le contenu de leur enseignement. Et même sous la Révolution française a eu du mal
à chasser cet enseignement privé, puisque Condorcet, qui est quand même une référence en ce qui concerne ses réflexions sur l'école, estimait qu'à côté d'un enseignement d'État, donc ouvert à tous, il pouvait y avoir un enseignement privé résultant de la libre initiative privée, car il estimait que l'État, par rapport au problème de l'enseignement, ne pouvait pas être dans une situation de monopole. Donc on a eu cette dualité des enseignements, même avec l'avènement de l'école publique, laïque et gratuite, si vous voulez, continue à parcourir la société française, jusqu'à ce que, en 1959, l'on ait la loi Debré qui apporte à l'enseignement privé une aide, c'est-à-dire une subvention accordée par l'État et se caractérisant pour les écoles sous contrat et sous contrat d'association par le fait que dans ces écoles, la rémunération des maîtres et professeurs, écoles au sens large, c'est-à-dire qui couvre aussi bien le premier degré, le primaire, que le second degré, bien sûr, eh bien, était à la charge de l'État, de même que ensuite les collectivités locales donnent une dotation à chaque école et collège pour son fonctionnement. Alors, est-ce que néanmoins, vous dites qu'il y a toujours eu cette répartition entre privé et public? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas dans le risque d'avoir un peu un enseignement à deux vitesses, avec une école publique qui aurait tendance à se dégrader, ou qu'on laisse peut-être se dégrader, et finalement un enseignement privé plus d'élite? Oui, alors vous l'avez dit, hein, cet enseignement privé représente à peu près 2 millions d'élèves. Hein. Ça représente autour de 17%, si vous voulez, de l'enseignement. Donc, il est essentiellement catholique. Hein, surtout les écoles, collèges et lycées sous contrat d'association, et les subventions qui sont accordées aux établissements le sont aux établissements. C'est-à-dire que Debré n'a pas conclu un accord avec l'Église catholique, mais donné la possibilité aux établissements privés sous contrat de recevoir une aide. Alors, la question peut se poser effectivement de savoir si ce qu'on met pour aider cet enseignement privé ne se fait pas au détriment du public, de l'enseignement public. Et c'est vrai que c'est une question qui est assez forte. Donc je crois qu'il faut regarder lorsqu'il y a des demandes d'associations à l'enseignement public, c'est-à-dire d'écoles voulant se constituer sous contrat d'association, voir si d'abord il y a un véritable besoin scolaire pour l'ouverture de ces écoles. La tendance actuelle étant de considérer qu'à partir du moment où une école privée fonctionne depuis 5 ans, etc., et qu'elle a une certaine spécificité, c'est-à-dire donc une sensibilité morale, religieuse, etc., l'État peut répondre positivement à une telle demande, puisque la demande est examinée par le maire, le préfet, les autorités de l'éducation nationale, etc., etc. Donc il faut voir si il ne faudrait pas éventuellement mettre, je veux dire, des limites en ce qui concerne les conditions de soutien à cet enseignement privé, bien sûr. À quelle hauteur par rapport au budget de l'enseignement public, ou si, de manière plus radicale, il faut dire l'enseignement privé, on ne s'en occupe pas, ou on ne le finance pas, ce qui est parfois une position qui est soutenue. La justification de l'aide est présentée comme consistant à permettre à toutes les familles qui n'auraient pas les moyens de pouvoir, si elles le désirent, fréquenter l'enseignement privé, car sans cette aide de l'État, évidemment, le coût
pour les familles de l'envoi de leurs enfants dans l'enseignement privé serait évidemment beaucoup plus élevé. Donc c'est un problème qui est ouvert. Alors sur maintenant le caractère de cet enseignement privé, de fait, quand on voit les comportements de famille, le choix de l'enseignement privé n'est pas effectué par conviction idéologique la plupart du temps, sauf pour une minorité de familles, mais parce que à un moment donné du parcours scolaire de l'élève, ou du collégien ou du lycéen, les familles peuvent parfois rencontrer des difficultés d'orientation, etc., d'appréciation plus ou moins négative qui est portée sur leur enfant, et donc utilisent ce qu'on appelle le zapping, c'est-à-dire envoient leurs élèves, leurs enfants, momentanément dans l'enseignement privé. Il faut bien voir que l'enseignement privé est un coût aussi pour malgré l'aide de l'État, est un coût pour les familles. Donc les familles qui n'ont pas des revenus extraordinaires n'ont aucun intérêt financièrement à choisir l'enseignement privé. De même que les familles qui ont des revenus relativement modestes, etc., celles de la classe moyenne, disons, pour aller vite. Donc, lorsque ce choix s'opère, c'est parce qu'il y a des difficultés pour dans le développement et la suite du cursus des élèves. Et donc, il n'y a plus de clientèle, entre guillemets, et qui serait une clientèle proprement publique, une clientèle qui serait proprement privée. Les passages de l'un à l'autre se font au gré de l'intérêt des élèves et des choix des familles pour conduire leurs enfants vers la réussite. Alors, deuxième constat qu'on peut faire, au-delà du développement de l'enseignement privé, c'est question sur les missions de l'école publique, de l'école de la République. On l'a abordé tout à l'heure dans la chronique précédente. Instruire, éduquer, former. On oscille un peu entre tous ces caps. Tout à fait. Alors, ce sont des débats qui sont récurrents en France et qui se sont développés de manière très très fine et très très passionnelle dès la Révolution française de 1789, où nous avions les tenants de l'instruction, derrière lesquels se rangeait, et même comme tête de file plutôt, Condorcet lui-même, et puis les tenants de l'éducation. Condorcet disant que l'éducation relève des familles et que l'État n'a pas à s'immiscer dans le contenu de l'éducation. Et de l'autre côté, nous avions les révolutionnaires, disons, qui étaient plus les montagnards, plus les jacobins, etc., qui estimaient que l'État devait être éducateur. Et que l'éducation contenait l'instruction et à la fois une partie morale, philosophique, etc. C'est-à-dire, par exemple, l'attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de 1789, à une certaine morale républicaine, etc. Et le fait que les enfants, très rapidement, devaient être éduqués par rapport à ce que serait, dans le futur, l'exercice de leurs droits de citoyenneté. Donc c'est un débat très, très tendu, et le conventionnel Rome, d'ailleurs, député du Puy-de-Dôme, en 1793, s'était efforcé de faire la synthèse entre les partisans de l'instruction, radicaux de l'instruction, et les partisans radicaux de l'éducation, en disant que l'instruction sans éducation, ça pouvait donner des personnes arrogantes, infatuées d'elles-mêmes, etc., et de leur savoir, et se coupant des autres, et que, à l'inverse, l'éducation sans instruction, ça pouvait parfois aller dans le sens des préjugés, de tendances qui ne sont pas toujours favorables à l'éveil de l'esprit et à son développement. Alors donc aujourd'hui, où en est-on par rapport à ces tendances ? Il y a aussi la tendance à la formation, c'est-à-dire vouloir à tout prix procurer un savoir très opérationnel qui va servir directement pour un emploi, pour les entreprises, quoi. Tout à fait. Alors,
La formation de l'élève, du collégien, du lycéen, de l'étudiant doit avoir, à mon sens, trois soucis. Hein. Un premier souci, c'est un souci en termes de contenu, c'est-à-dire le meilleur contenu en termes de connaissances, de savoir. Hein. Un deuxième souci, c'est un souci de rapport à la société, c'est-à-dire il faut penser au fait que les jeunes gens vont devenir des adultes et seront des citoyens. Et un troisième souci qui consiste à dire que l'éducation n'est pas une fin en soi, elle doit déboucher sur des hommes et des femmes adultes, matures, qui ensuite vont se diriger vers le choix d'un métier. Et que par rapport au choix de ce métier, l'éducation doit y préparer le mieux possible, de façon à ce que les jeunes gens formés puissent ensuite développer des compétences dans un secteur de l'économie, des échanges, de l'industrie, etc., etc. Alors, évidemment, il y a ceux qui voudraient une formation pointue et très orientée vers le monde du travail, mais à mon sens, ça ne tient pas la route, car une formation très pointue enferme dans des compétences et un savoir très spécialisé. Or, nous savons que les emplois évoluent, que les mutations technologiques arrivent très vite et que par conséquent, tout un chacun a besoin d'un socle de savoir, de compétences à partir desquelles il pourra opérer une reconversion, se réorienter, etc. Donc on ne peut pas avoir une conception trop pointue, trop fine de la spécialisation. Et j'ajoute que une partie d'un métier, de tout métier, s'apprend également sur le temps. Je veux dire, c'est au fur et à mesure qu'on développe ses compétences dans un univers professionnel que l'on en découvre d'autres, que l'on en active d'autres, etc., etc. Donc rien n'est jamais figé, joué. Alors troisième élément d'analyse, hein, au-delà donc du privé, d'enseignement privé, des missions instruire, éduquer, c'est la question de la laïcité. Donc vous l'avez dit, ça fait partie des fondamentaux depuis Jules Ferry. La laïcité à l'école, la laïcité du personnel enseignant, etc. Donc cette laïcité est-elle où en est-elle? Est-elle remise en cause aujourd'hui? Il y a actuellement un problème de la situation de la laïcité, si j'ose dire, en France. L'article 1er de notre Constitution du 4 octobre 1958 dit bien que la République est démocratique, laïque et sociale. Donc, l'affirmation de la laïcité de notre République est dans la Constitution. Donc ça, c'est un premier point fort. Alors, par quoi cette laïcité est-elle? Alors, la laïcité, d'abord, si on la définit positivement, c'est plus, ça ne peut pas être conçu comme une hostilité par rapport aux religions. La laïcité, c'est simplement l'organisation du vivre ensemble avec les respects des convictions de chacun, des convictions philosophiques, des convictions religieuses, et on est dans un espace où on peut ainsi communiquer les uns avec les autres, puisque la religion relève de l'intime conviction des uns et des autres, avec la liberté de conscience, cela va de soi, et dans l'espace de la République, les comportements des citoyens entre eux doivent être soudés par un principe qui est celui de la laïcité, et disant notamment que on va mettre en avant ce qui nous réunit, ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble, c'est-à-dire nos qualités de citoyens et d'hommes ouverts les uns envers les autres. Alors on a un retour en force du religieux, et avec ce retour en force du religieux, on déstabilise un petit peu les principes de laïcité.
il y a une loi qui a été votée en 2005 et qui interdit notamment dans l'enceinte scolaire le port d'un signe religieux, du foulard notamment islamique entre autres, mais ça peut être d'autres signes, d'autres religions, bien entendu, et tout ce qui est ostentatoire dans la manifestation de ses croyances et convictions personnelles est interdit par la loi. On n'interdit pas l'appartenance à telle religion, mais on dit simplement que dans l'espace public, cette appartenance n'a pas à s'exprimer de manière prosélytique, avec une extériorisation, disons, intense. Donc ça, c'est un second point. Alors, il y a une interprétation qui est complètement aberrante du principe de laïcité et qui est faite actuellement par nos juges, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation. J'espère qu'elle reviendra sur sa jurisprudence lorsqu'elle se prononcera à nouveau sur l'affaire Babilou, car dans cette interprétation, on ose nous dire que la laïcité, le principe de laïcité, est un principe qui ne s'appliquerait qu'à l'État et qu'aux fonctionnaires de l'État, et que par conséquent, tout ce qui n'est pas couvert par l'espace public et par le fait que ce sont les fonctionnaires qui ont ce devoir de neutralité et de réserve, eh bien finalement, c'est la liberté religieuse qui prévaudrait dans les autres espaces. Mais l'article 1er de la Constitution dit bien que c'est la République qui est laïque. Elle ne dit pas, l'article 1er ne dit pas que c'est l'État. Donc par conséquent, le principe de laïcité, c'est un principe qui s'applique à tous les citoyens et dans tous les espaces, que ces espaces soient publics ou qu'ils soient privés. Et ça n'est pas attentatoire à la liberté religieuse, puisque tout un chacun est libre d'adhérer et de professer la religion de son choix, bien évidemment. Alors, donc nous allons recueillir le point de vue d'un autre invité, puisque nous sommes, je l'avais annoncé au téléphone, avec Jean-Claude Martin, donc qui est recteur de l'Académie de Bordeaux. Oui, Monsieur Martin, bonjour. Alors, est-ce que Monsieur Martin est avec nous ? Je ne l'entends pas. Vous n'entendez pas qui ? Ah oui, je vous entends, oui. Très bien, bonjour. Je ne pouvais pas parler, vous ne me questionnez pas. Alors, je vous remercie d'être avec nous. Donc, vous êtes recteur de l'Académie de Bordeaux. Non, je l'ai été. Vous l'avez été, d'accord. Et donc, vous êtes auteur de l'ouvrage Démocratie, le nom voilé d'une idée... Le nom volé d'une idée violée. D'accord, le nom volé d'une idée violée. Bah, excusez-moi. Oui. Donc on parlait avec Louis Sézy, on faisait quelques constats. Je vous ai écouté. Vous nous avez écouté. Alors, quand vous avez une réaction par rapport à ce qu'on a dit, aux différents éléments d'analyse sur la situation de l'école ? Mais écoutez, je trouve effectivement que Louis Sézy a bien planté la situation du modèle français, enfin ce qu'était le modèle français, dans quel terreau a poussé notre République, mais notre école, mais que effectivement, enfin, la laïcité, etc., la gratuité. Et je voudrais dire avant toute chose que le modèle de l'école, le modèle français de l'école, est un modèle dont on peut être fier. C'est un modèle qui nous a été envié et qui a été exporté dans beaucoup de pays, pas seulement imposé dans nos anciennes colonies, mais adopté par des pays en Amérique latine, etc., qui ont voulu copier un peu la République française et ont donc pu développer un enseignement favorable aux plus pauvres et un enseignement aussi laïque, c'est-à-dire dont les savoirs n'étaient pas enseignés, par exemple, comme des vérités révélées religieuses, mais simplement en fonction des progrès des connaissances. La laïcité va dans les programmes. Ce qui serait très grave, c'est que, effectivement, on nous apprenne, par exemple, que c'est Dieu qui a créé l'homme, etc., dans l'école publique. Bon, on n'en est pas là, effectivement. Donc, si vous voulez, le modèle français est celui-ci. Maintenant, après, qu'a-t-il donné ?
c'est effectivement une autre chose. Je crois que ce qui s'est passé, ça Louis Cézine n'en a pas parlé, c'est que effectivement avec la République s'est développée aussi l'idée, qui n'est pas folle bien entendu, que l'on donne à chacun selon ses mérites. Ce qui est un principe excellent quand il s'agit d'adultes candidats à une fonction, c'est la justice que effectivement celui le plus apte à exercer cette fonction l'exerce, mais en ce qui concerne l'enfant, l'apprenant de jeune âge, effectivement, ceci se traduit assez souvent par une sélectivité. Alors j'ai écrit, il y a déjà un certain nombre d'années, un article qui est passé dans Le Monde, qui est « Sélection n'est pas formation » et qui dénonce le fait que l'école, et jusqu'aux plus grandes écoles, est une école qui se fonde souvent trop sur la sélection et pas assez sur la formation. Il y a déjà 33 ans, je crois à peu près, qu'on a créé les ZEP, la rénovation des collèges, à l'époque de la première arrivée de la gauche au pouvoir, où on voulait changer l'école ici et maintenant. Et on avait vraiment très largement expérimenté pendant quelques années ce qu'on peut appeler un enseignement adapté. Moi, je peux vous témoigner vraiment que, par exemple, le refus scolaire, c'est-à-dire la haine envers l'école, le refus d'aller à l'école, c'est quelque chose qui n'existait pratiquement plus. Que les expériences où intervenaient les mairies, parfois même l'armée qui nous détachait des militaires enseignants pour venir aider en dehors de l'école les élèves en difficulté, des opérations de ce genre-là, des initiatives de ce genre-là, étaient des initiatives qui ont porté leurs fruits. En dehors du refus scolaire qui disparaissait pratiquement, on avait les insuccès scolaires, ce qu'on appelle l'échec, le décrochage maintenant, qui diminuaient. Seulement tout cela s'arrête à la moindre alternance et parfois même à l'opinion du ministre qui arrive et qui lui-même veut imposer sa vue personnelle de l'école en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction du vécu de ses enfants, et veut laisser aussi une empreinte. Alors on se trouve dans une situation, effectivement, où il n'y a pas eu de suivi, alors que cette école de la réussite est une école qui nécessitait un effort, qui nécessitait un développement de la recherche pédagogique, une formation des maîtres qui soit faite en fonction de cela, former, consacrer davantage de temps à des élèves qui ont des difficultés, parce que tout n'est pas joué au premier insuccès, alors que dans notre école on dit souvent « Ah, toi tu es mauvais en maths des premières années, tu seras jamais bon en maths, tu seras jamais bon en français ». C'est totalement faux, tu seras jamais bon en gym. Moi, je l'ai vécu personnellement, tout ça, et c'est absolument faux. Et donc, il faut laisser parfois le temps au temps, et on se rend compte que quelques années passant, un élève qui était mauvais dans un certain domaine devient totalement excellent. Donc, voilà, en gros, moi, pour vous, ce que j'ai à dire, c'est que le problème est essentiellement un problème de pédagogie et de conviction sur l'école. Veut-on une école formatrice qui prenne son temps pour avoir le plus grand nombre d'élèves qui arrivent à une certaine réussite, ou veut-elle être une école filtre qui, par sa sélection, par des examens durs, par des programmes supérieurs à ce qui est assimilable par la classe d'âge, est en train de ne faire ressortir que les meilleurs. Et je crois que là-dessus, la question n'est pas réglée. La loi Peillon réaffirme les principes, mais peut-être elle ne va pas assez loin, et puis même irait-elle loin dans les textes. À la moindre alternance, effectivement, ça peut changer, mais même aussi, la moindre application peut être une application ou alors le refus de changer les choses peut faire que le filtre reste si fort que finalement l'échec subsiste et le défaut d'insertion de l'école actuelle
subsiste aussi. Alors il nous reste deux petites minutes, donc très peu de temps pour justement conclure. Vous avez évoqué les lois Peillon. Alors est-ce qu'on peut dire un mot déjà sur la réforme des rythmes scolaires qui va être généralisée à la rentrée prochaine? Et puis est-ce que finalement cette loi ou cette réforme n'est pas finalement superficielle? J'imagine qu'on attend plus du nouveau gouvernement, enfin du gouvernement actuel. Alors je m'adresse là donc à Monsieur Martin et puis ensuite à Louis Césy. Oui, alors écoutez, moi je crois qu'en ce moment où l'école est dénigrée, voyez, vous-même, vous êtes laissé à dire à Louis Césy, est-ce que l'école donc ça veut dire qu'il y a une influence assez forte de ce dénigrement. Est-ce que l'école privée ne va pas être l'école de l'élite, alors que l'école à peu près, vous avez dit ça, l'école privée va péricliter? Non, je crois que globalement, les écoles publiques sont nettement supérieures, et bien évidemment, alors au niveau universitaire, c'est dans le monde entier que c'est comme ça, sont supérieures aux écoles privées, en qualité. Il y a quelques exceptions, mais en qualité, c'est comme ça. Et il n'y a pas dans l'école primaire... Pendant cette période de dénigrement, il est très bon, effectivement, qu'on ressorte cette loi pour rappeler les principes de cette école de la République. Ça veut dire, on refuse cette dérive où l'élève serait un client, on refuse cette dérive où l'échec serait inévitable, etc. Mais après... Et là, la loi ne dit rien là-dessus, à part au niveau des moyens. Pour la formation des maîtres, on change le nom des IUFM, mais le contenu n'est pas dans la loi de ce qui sera fait après. Tout reste à faire. Donc, effectivement, là, maintenant, Peillon le gouvernement s'est attaqué à une œuvre de longue haleine, et je souhaiterais qu'elle ait davantage de temps pour s'exprimer et réussir, mais c'est peut-être pas assez audacieux. Vous voyez, pour aller à notre niveau, on n'a pas supprimé ou on n'a pas intégré les écoles d'ingénieurs dans les universités. Si on regarde les écoles d'ingénieurs, j'ai été 5 ans membre de la commission du titre d'ingénieur. Ce ne sont pas les grandes écoles. Les écoles d'ingénieurs, il y en a de l'ordre peut-être de 200 en France. Donc, 150 ne sont pas du niveau d'un deuxième cycle universitaire professionnalisé. Et pourtant, elles ont le titre d'ingénieur sur des problèmes de statut dérogatoire et de budget, et de bâtiment. Donc finalement, il y a des choses comme ça qui devraient être changées avec beaucoup plus d'audace. Là, je ne prends qu'un exemple. Parce que nous n'avons pas le temps. Oui, malheureusement, on est pressé par le temps. En tout cas, merci, monsieur Jean-Claude Martin. Je me sens frustré, j'aurais parlé 1 heure là-dessus, mais... j'en doute pas, mais... il faut donc comprendre ça, il faudrait vraiment choisir, je crois que si j'avais une conclusion à donner, c'est celle-là, entre une école formatrice et une école sélective. Ce qui ne veut pas dire... Parce que ceux qui dénigrent disent cela, niveler par le bas. Une école formatrice fait monter au plus haut niveau le plus grand nombre. C'est pas une école qui laisse de côté les meilleurs et qui nivelle par le bas. Merci, monsieur Martin. Donc, écoutez, il va falloir que vous veniez en studio et pour que nous fassions ensemble une émission d'1 heure sur le sujet, puisque évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et évidemment, le thème est très large. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi d'avoir abordé ce sujet. Bah oui. Merci. Donc, je rappelle que vous étiez, donc vous avez été recteur de l'académie de Bordeaux et donc auteur de l'université à Toulouse, d'un ouvrage sur l'éducation. Merci en tout cas et très bonne journée à vous. Alors donc on revient en studio, mais vraiment pour conclure avec Louis Césy. Donc un mot de conclusion. Oui, je crois qu'il faut se battre pour que notre école soit celle d'une véritable égalité des chances.
et que nous conduisions le maximum d'élèves au niveau du baccalauréat. On n'est pas encore à 80%. Il y a moins de 50% de l'ensemble des classes d'âge au niveau de l'enseignement supérieur, qui accèdent à un diplôme d'enseignement supérieur. Donc nous avons beaucoup à faire. Il faudrait aussi réviser nos modes d'évaluation des élèves. Le recteur Jean-Claude Martin l'a abordé, et faire une évaluation dite formative, positive, au lieu d'une évaluation sommative, une évaluation sanction qui pointe le doigt sur des carences, des insuffisances, et que cette évaluation puisse permettre la progression de l'élève. Donc il faut une pédagogie de la progression et tournée vers l'élève. Merci Louis Sézy. Donc ça sera le mot de conclusion et petit jingle pour se quitter. Oui, portez la couronne. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr